Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Une émission créée et animée par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons d'archéologie à travers l'Atlas archéologique de la France de l'INRAP. Retrouvez toutes les émissions sur paroledhistoire.fr et sur la chaîne YouTube de Parole d'Histoire. Merci et très bonne écoute. Nous parlons aujourd'hui de l'Atlas archéologique de la France, publié par l'INRAP en coédition avec les éditions Talendier, sous la direction de Dominique Garcia et Marc Bouéron. Marc Bouéron qui est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique et technique de l'INRAP, donc co-directeur du volume, et également avec nous Muriel Gandelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, chercheuse à l'INRAP, néolithicienne, et on va discuter ensemble de ce très bel ouvrage qui est vraiment d'abord un bel objet. On arrive dans la période où on va pouvoir s'offrir des livres, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourront le demander ou le mettre sous leur sapin. Et pour vous, j'imagine que c'est le résultat de longues années de travail, c'est un effort considérable que de produire ce qui est le premier en son genre, cet Atlas archéologique de la France. Marc Bouéron, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui a présidé à ce projet ? Alors, ça s'est fait en deux temps. On va dire d'abord, l'INRAP est un institut national de recherche donc archéologique préventive et donc un établissement public dépendant du ministère de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est un projet qui a fait suite finalement aux 20 ans de l'Institut, et qui s'est construit en même temps que ce bilan un petit peu qu'on faisait sur l'INRAP. On s'est aperçu qu'on avait évidemment beaucoup de données qui s'engrangent petit à petit, en particulier tous nos rapports d'opération, puisqu'on fait pratiquement 2000 opérations par an sur le territoire national, et que finalement, on restait dans des monographies, on restait dans des études qui étaient relativement localisées, ou même sur des thématiques, mais qui ne couvraient pas l'ensemble des champs chronologiques et des différentes thématiques. Avec en plus cette spécificité qui est que l'information archéologique ne circule pas toujours de manière très lisible pour un public plus large, parce que c'est souvent des relevés de fouilles, des rapports, des bulletins plus ou moins confidentiels, d'un labo universitaire, à portée locale. Donc, donner accès à ça, c'est un défi aussi. C'est ça. Alors, l'INRAP travaille beaucoup sur la communication vers le grand public. Et je vais dire tous les publics, et en particulier tout ce qui est EAC, donc pour les publics scolaires. Donc, c'est un gros travail de fond et c'est une vocation de l'INRAP dès sa création de communiquer. Mais c'est vrai que nos archéologues sont des grands spécialistes et lorsqu'ils rendent leurs travaux, dans un premier temps, c'est un rapport d'opération, alors qui est relu par les pairs, par des scientifiques, mais qui n'est pas directement accessible. Et ensuite viennent des travaux plus précis, on va dire, de publication, de mise à disposition de la donnée, mais ça reste souvent quand même des publications qui sont tournées vers un public spécialisé. Et là, on s'est dit, peut-être qu'on pourrait essayer de faire quelque chose. Et en reprenant l'ensemble des rapports d'opération, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 35 000 rapports donc, qui avaient été faits et qui étaient engrangés dans une base de données que l'on a, qui permettait, du coup, par une indexation qui est faite de manière régulière, qui permettait finalement de trier et peut-être de réfléchir à quelque chose qui soit plus large que simplement ces travaux un peu monographiques. Et c'est de là qu'est né l'Atlas, finalement, dans une discussion avec Dominique Garcia, donc qui est le président de l'INRAP, et en essayant d'exploiter un petit peu cette masse-là. Et on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas un atlas ? Alors l'atlas, ça nous parle beaucoup parce que les archéologues travaillent beaucoup avec des cartes dans tous les domaines, à différentes échelles. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas partir sur un atlas ? Et puis on a commencé à réfléchir à ce que ça pouvait être, et puis du coup à élaborer quelque chose qui forcément tient compte de l'ordre chronologique. On le voulait accessible à tous, donc du coup ça a amené vers une ouverture de quelque chose qui soit lisible par le plus grand nombre. Alors même si c'est un peu spécialisé, en tout cas c'est beaucoup plus ouvert que nos publications d'archéologues. Et comme ça s'est construit ce projet-là qui a duré 2 ans et demi de travail acharné, je dois le dire. Sur cette forme de l'Atlas, Muriel Gandelin, il faut préciser que c'est un atlas où on trouve des cartes, évidemment, avec des grandes doubles pages accompagnées de textes, mais pas seulement des cartes, il y a aussi toute une série d'autres figurations, il y a des photographies, il y a des dessins, il y a des éléments. Donc c'est pas le pur atlas tel qu'on pourrait l'imaginer dans un cadre scolaire, c'est un atlas accompagné d'autres éléments qui donnent à voir aussi des objets archéologiques, des sites archéologiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cartes proposées résultent d'un choix des auteurs. Et elles ne rendent pas évidemment compte de toutes les problématiques qui pourraient être rendues sous forme de cartes. Donc il a été nécessaire de les intégrer dans un discours plus général qui permette de les replacer et de montrer aussi pourquoi elles avaient été choisies et leur intérêt. Donc, pour la partie néolithique que j'ai coordonnée, j'ai choisi des thématiques et après j'ai réinséré ces thématiques dans un discours beaucoup plus général qui permette à une personne qui ne connaît pas le néolithique de comprendre ce qu'est cette période et pourquoi j'ai choisi ces cartes-là, et sachant que moi j'ai choisi des cartes qui amenaient vers des thématiques, on va dire, un petit peu originales et qui n'étaient pas traitées habituellement.
Des cartes, mais aussi des objets, puisqu'il y a des photographies, par exemple, de haches en jade, il y a des photographies ou même des dessins de reconstitution d'habitats néolithiques. Donc ça veut dire que le but, c'est pas seulement de spatialiser, mais aussi de donner à voir la matérialité de ce avec quoi travaillent les archéologues. Oui, tout à fait. C'est aussi pour montrer que ces objets qu'on trouve dans des fouilles ne sont pas de simples objets, je veux dire, qu'on observe pour leur qualité esthétique, etc. C'est qu'ils portent en eux une information qui va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ces populations du passé. Alors cet atlas, il présente un certain nombre d'originalités ou peut-être de choses qui auraient pu être des originalités, mais qui maintenant commencent à être bien ancrées dans la discipline. Je pense à l'archéologie du contemporain. On trouvera une double page, par exemple, sur l'archéologie de la Première Guerre mondiale, mais ça commence à faire maintenant quelques décennies que c'est un terrain bien balisé. Ce qui est peut-être plus original, mais évidemment justifié pour un atlas de la France, c'est la place des Outre-mer. Et là, il y a évidemment un décentrement géographique qui a tout son sens et qui amène à regarder autrement la pratique archéologique et la notion même d'archéologie de la France, Marc Bouélan. Tout à fait, c'est un rôle important de l'INRAP que de pouvoir conduire ces opérations d'archéologie préventive en Outre-mer. Alors c'est principalement la zone Antilles-Guyane, Guadeloupe, Martinique, mais c'est aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et maintenant aussi la Réunion et Mayotte, sachant que le Code du patrimoine ne s'applique pas en Polynésie par exemple ou en Nouvelle-Calédonie. Donc on reste sur un territoire qui est un peu plus restreint en termes d'Outre-mer. Ça accompagne en fait la création des services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des DRAC, des services régionaux de l'archéologie, et dans ces zones-là, en Guyane par exemple, il y a une direction des affaires culturelles, avec un service régional de l'archéologie également, pareil en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Donc tout ça permet finalement de prescrire, puisque c'est un acte au départ administratif qui va amener le diagnostic archéologique et puis ensuite la fouille éventuelle. Et donc dans ces territoires-là, au même titre que dans l'Hexagone, on a une archéologie préventive qui se fait en préalable de tout projet d'aménagement, en tout cas d'une grande partie des projets d'aménagement, et ça apporte des informations nouvelles pour toutes les périodes. Et on a voulu là-dedans justement bien noter, au-delà de l'aspect souvent un peu connu, on va dire de la période coloniale par exemple, ou le bagne pour Cayenne ou autre, c'est aussi raconter l'histoire des peuples amérindiens dans les périodes avant l'arrivée des Européens, et d'arriver à restituer finalement cette connaissance-là. Et si on prend pour la Guyane, ce qu'on délivre finalement comme information pour la Guyane vaut pour le Brésil voisin ou pour les autres Guyanes. Et donc c'est quelque chose qui dépasse simplement le pur cadre, on va dire, du département français. Alors ça amène à quelque chose qui est un paradoxe un peu plus général à la fois de l'Atlas et puis aussi de l'INRAP dont il émane, qui est qu'il y a un cadre hexagonal plus outre-mer qui est bien délimité, ce qui fait que la plupart des doubles pages du livre montrent une carte avec les frontières de la France actuelle, mais évidemment des frontières de la France actuelle qui sont rétro-projetées sur des périodes comme le néolithique, où elles ont évidemment pas du tout de sens en termes de frontières, mais en même temps c'est là que les fouilles faites par l'INRAP ont lieu. Donc ça veut dire qu'il faut jongler avec cette réalité administrative de l'INRAP, des fouilles que vous documentez, et puis les réalités humaines des sociétés passées qui évidemment ne respectent pas les frontières, c'est-à-dire que les tombes néolithiques, on en trouvera de part et d'autre des Pyrénées ou de part et d'autre des Alpes, etc. C'est bien ça. Le parti pris a été de dire on prend les limites administratives de la France aujourd'hui et on regarde tous les territoires qui sont en lien. Si on prend la période romaine par exemple, vous allez avoir une carte qui change un petit peu de ce qu'on voit sur les 3 Gaules habituels, enfin les 4 Gaules avec la Narbonnaise, parce qu'on inclut les provinces de Germanie, on inclut les provinces alpines qui souvent ne sont pas justement intégrées dans des atlas plus historiques, on va dire, concernant la France. C'était vraiment le territoire dans son entité actuelle et tout ce qu'on peut en tirer pour le passé. Alors cette attention à entourer le cadre français par des éléments plus vastes, Muriel Gandelin pour le néolithique, c'est évidemment important puisqu'il y a notamment une carte qui montre l'arrivée des populations néolithiques par des migrations. Il y a une carte générale de situation qui montre les foyers de néolithisation dans le monde. Donc évidemment, on ne peut pas penser le néolithique dans un cadre purement hexagonal. Tout à fait. Les frontières de la France actuelle n'ont vraiment rien à voir avec le peuplement néolithique, si ce n'est que la France est la zone où se rencontrent les 2 courants de néolithisation, donc le courant par la Méditerranée et celui par la vallée du Danube. Et c'est pour ça que la France est un territoire important. Après, tous les archéologues de tous les pays sont confrontés à ce problème. Quand nous, on produit une carte, ne serait-ce qu'une carte scientifique, on est obligé de partir sur les frontières actuelles. Et même les chercheurs, par leur activité, sont cantonnés souvent aux frontières géographiques dans lesquelles ils travaillent. Donc,
finalement, c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir, mais je pense que dans le discours qui est proposé dans l'Atlas, on voit bien que ces frontières sont mouvantes et que suivant les époques, suivant les périodes considérées, les lieux, elles sont mouvantes et elles évoluent, elles changent. Et voilà, c'est ce qui était important de montrer. Oui, il faut bien dire, là on fait de la radio, donc c'est évidemment pas très visible, mais il faut bien dire que en général, le livre fonctionne avec des séquences de 4 pages, c'est-à-dire une page avec une carte, une page en contrepoint de texte, et puis 2 pages qui suivent, qui sont la suite du texte, une série d'illustrations complémentaires, et du coup, il y a un discours, évidemment, ce ne sont pas des cartes seules. Alors, cette idée du territoire et des frontières, elle est à nuancer malgré tout pour les périodes plus anciennes, notamment parce que les cartes montrent évidemment la variation du niveau des mers et du coup montrent un territoire qui n'a pas tout à fait la forme actuelle, puisque on pourrait en tout cas marcher de la Normandie à la Grande-Bretagne en raison de la glaciation. C'est ça. Donc dans des périodes où effectivement les glaciers sont assez avancés, évidemment la mer se retire et donc le niveau de la mer 120 mètres plus bas, puisque à l'époque de Cosquer par exemple, la grotte Cosquer, c'est le niveau atteint, ça permet, il n'y a pas de limite, il n'y a pas la Manche et il n'y a pas de limite entre la Grande-Bretagne actuelle et la France. Donc ça donne aussi des cartes qui ont une vision un peu différente de celle qu'on connaît pour la préhistoire ancienne. Et c'était aussi tout l'enjeu. On a essayé justement de bien travailler là-dessus et je dois dire que la cartographe a été merveilleuse sur ces aspects-là parce que c'était pas facile à rendre d'un point de vue graphique. Enfin, après, vous direz ce que vous en pensez, mais on a essayé vraiment d'apporter une grande attention à ça de manière à ce que les cartes soient bien compréhensibles et montrer pour les périodes anciennes, en tout cas, ces différences effectivement liées au niveau de la mer. Alors la cartographe, c'est Aurélie Boissière, on peut la citer, qui a fait vraiment un très beau travail, qui a fait déjà beaucoup de cartes et d'atlas dans le domaine de l'histoire. Et là, c'est très très réussi avec une utilisation des figurés, que les géographes connaissent bien. Il y a des figurés de surface, des figurés de ligne. Mais j'ai envie de dire, peut-être ce qui domine dans l'ouvrage, c'est le figuré ponctuel. Parce qu'au fond, sur cette grande carte de France qui figure sur ces doubles pages, en général, à chaque point correspond à un chantier de fouille ou un site fouillé. Et du coup, la répartition des points, c'est très intéressant. On voit qu'il y a des moments où pour tel phénomène, ça se concentre au nord, pour tel phénomène, ça se concentre au sud, qu'il y a des amas, il y a au contraire des espacements. Et ce figuré ponctuel, dont on fait varier la taille et la couleur et la forme, est quand même un peu le fil conducteur du livre. C'est la manière dont on a pensé représenter un peu nos données aussi nombreuses. C'est pas simple parce que nos données, forcément, elles sont liées à l'aménagement du territoire, en grande partie. On a évidemment rajouté des données patrimoniales, des données historiques. Mais oui, parce que l'ASCO existait, en tout cas était connu avant que l'INRAP existe. C'est ça, et l'INRAP n'a pas travaillé sur l'ASCO, par exemple. Mais l'idée, donc, c'était quand même de montrer cette multiplication et le propre de l'archéologie préventive, et je crois que ce qui est montré maintenant depuis 20 ans, en tout cas, c'est tout ce que ça amène de nouveau par la multiplication des fouilles, par les observations directes sur les territoires, à toutes les époques de ce qui s'est passé. Et ça, on voulait le rendre perceptible. Donc forcément, ça amène à démultiplier les points. Alors ces points, ils sont issus de nos opérations la plupart du temps. Ils sont triés, ils sont filtrés, ils sont représentés graphiquement par Aurélie Boissière. Donc c'est quelque chose qui est mis en action et qui correspond parfaitement au discours. Et ce que disait Muriel tout à l'heure est important. C'est que le discours qui accompagne, il fait ce choix finalement d'expliciter une thématique. On aurait pu démultiplier les thématiques. Pour chaque période, on aurait pu en prendre d'autres. Mais on a fait le choix de travailler sur des thématiques qui sont liées à nos questions d'archéologue. C'est pas forcément... Un historien aurait probablement fait différemment. Mais nous, ce sont les questions que l'on se pose à l'heure actuelle et celles sur lesquelles on peut apporter des éléments de réponse. Et donc, il y a des choix qui sont faits. Si on prend la période moderne, par exemple, le fait de mettre les jeux de pommes. Voilà, les jeux de pommes, depuis quelques années, on travaille sur des jeux de pommes. On a eu Villers-Cotterêts, exemple fameux qui vient d'être inauguré. Mais tous ces sites-là, finalement, ils n'avaient jamais fait l'objet d'études. Quand on a voulu créer cette carte, on s'est appuyé finalement sur un recensement qui est daté de 1930. Il n'y avait pas eu depuis, principalement, de travail de fond, on va dire, sur ces jeux de pommes. Et l'archéologue renouvelle le regard sur un objet archéologique, historique, et finalement apporte une interprétation nouvelle. Et on est là sur des périodes récentes, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, pratiquement. Voilà, donc c'est pour dire que toutes les périodes, ces thématiques, elles sont importantes et elles sont faites avec le regard de l'archéologue. Oui, alors c'est une carte qui se trouve page 275 dans le livre, une carte non seulement des jeux de paume, mais aussi des dés, des pions, des jetons, des billes, des balles, là où on a trouvé des jeux, donc une carte ludique de la France moderne qui change évidemment de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est très original.
Cette idée que les points d'implantation correspondent souvent à des fouilles qui souvent elles-mêmes ont été déclenchées par des chantiers d'aménagement, ça explique pourquoi il y a globalement, évidemment il y a des exceptions, mais globalement peut-être un peu moins de points dans le Massif central. C'est parce que il y a peut-être un peu moins de chantiers d'autoroute, Muriel Gandelin. Oui, tout à fait. Ces cartes sont en partie le reflet de l'activité de l'INRAP, et l'INRAP intervient en parallèle de l'aménagement du territoire. Donc forcément, elles sont le reflet de l'aménagement du territoire. Mais quand même, il faut préciser qu'on a essayé d'intégrer au maximum les autres données de l'archéologie programmée, les données historiques connues. Donc en fait, on a essayé de corriger ce biais qui pourrait être celui de l'archéologie préventive. Et pour ajouter quelque chose à ce que disait Marc, l'INRAP, on dit souvent un peu péjorativement, que c'est une archéologie opportuniste, on dit. En fait, moi, je pense qu'elle est plutôt opportune, puisque du fait qu'il n'y a pas d'a priori sur ce qu'on va découvrir, finalement, on trouve des fois des choses totalement inattendues et qui réouvrent des pans de la recherche qui sont pas forcément explorés par les chercheurs qui choisissent leur site en fonction de leur sujet d'étude. Et ça, c'est très important, et ce qui a permis à l'INRAP de renouveler considérablement certains axes de la recherche qui étaient complètement abandonnés par les chercheurs qui travaillent en fouille programmée. Alors justement, sur ce point, c'est quelque chose, je me suis posé la question en regardant par exemple page 53, la grande carte des sites néolithiques avec des milliers de sites néolithiques connus en France. Quel est l'apport d'un nouveau site néolithique par rapport à la quantité qui existe déjà ? Est-ce qu'il n'y a pas une logique de rendement décroissant, ou est-ce qu'on attend toujours finalement le site peut-être qui va révéler une logique entièrement nouvelle, ou est-ce que finalement chaque nouveau site apporte une petite pierre à la connaissance, vient compléter à la marge, ou vient parfois renouveler profondément ? Est-ce que, dans votre terrain d'étude, qui est le néolithique, comment vous voyez ce renouvellement effectivement constant du savoir ? Je dirais que ça dépend des sites. Déjà, il faut savoir que tous les sites ne sont pas fouillés. Certains sites sont jugés trop peu intéressants pour la discipline, et donc le SRA, le service régional de l'archéologie, décide qu'ils peuvent être détruits sans avoir été complètement fouillés. Donc, oui, il y a une affaire récente et souvent, disons-le un peu mal expliquée par certains médias, qui était l'affaire du monsieur bricolage qui s'est implanté dans une zone mégalithique près de Carnac, je crois, où en fait, il n'y avait pas d'apport forcément à la connaissance, et du coup, c'était pas un énorme problème que ça s'implante là. Surtout que l'archéologie, souvent l'enjeu, finalement, est prise comme prétexte par différents enjeux qui nous dépassent complètement, nous archéologues, qui peuvent être politiques, qui peuvent être écologiques, etc. Donc voilà, donc cet aspect-là, c'est déjà le premier. Et ensuite, pour ce qui est des fouilles qu'on réalise, certaines vont être d'un apport très, très important, parce qu'on va documenter des choses qui ne l'ont jamais été. D'autres vont confirmer des éléments qui avaient été observés par ailleurs, mais en général, elles les affinent. Et il ne faut pas oublier que c'est des disciplines assez récentes, les recherches sur le néolithique. Donc, on est sur des pans entiers de données qui sont peu connues. Par exemple, concernant le paléo-environnement, les données restituées, les paléo-paysages du néolithique, voire l'anthropisation, c'est-à-dire voir comment les êtres humains ont modifié leur paysage, c'est un sujet qui est très actuel et qui est encore relativement peu documenté. C'est pour ça que les prescriptions qui sont faites, souvent orientent l'opération, et quand on y va, on cherche quelque chose en particulier, même si parallèlement, on va documenter les productions céramiques, les productions lithiques, etc. Il y a tellement de questions qu'il est rare que la fouille d'un site soit un élément qui n'apporte rien à la recherche. Ce soit que pure confirmation de ce qu'on sait déjà. Est-ce qu'on peut donner un exemple peut-être d'un site récemment fouillé pour le néolithique qui vous a appris des choses ? Alors, les exemples sont nombreux. Je pourrais prendre un de mes exemples à moi. Donc moi, j'ai fouillé un système d'enceinte d'une culture du sud de la France, et qui, depuis des années, ces systèmes d'enceinte, donc de fossés qui entouraient les habitats, étaient considérés comme des systèmes de drainage, c'était des petits fossés, ils faisaient 1 mètre de large, peut-être 1 mètre de profondeur. Donc on réfléchissait à leur fonction depuis très longtemps. Et en fait, je les ai fouillés un peu différemment de mes collègues. Et en fait, j'ai montré que c'était pas des fossés, que c'était des tranchées de palissade. Et alors, autant un petit fossé d'1 mètre de large et d'1 mètre de profondeur, c'est pas très important. Autant une tranchée de palissade qui est enfoncée d'1 mètre dans le sol, ça fait une structure qui fait 3 mètres de haut. Et en fait, ça change complètement la vision qu'on pouvait avoir de ces sites. Et on est passé d'une image de petits sites avec des enclos pour les animaux, etc., à des habitats fortifiés qui sont quand même
beaucoup, enfin, avec une valeur combinatoire qui est importante et qui nous renvoie à un aspect défensif qui avait été complètement gommé lors des fouilles précédentes. C'est où, par exemple ? Alors là, ce site-là s'appelait Pascal et Bérange et c'était à Mudaison, dans l'Hérault. Marc Bouéron a une originalité de l'ouvrage, et ça parlera notamment aux géographes et aux spécialistes qui nous écoutent, c'est que c'est un même SIG qui permet d'organiser toutes ces données et quasiment de les superposer. Toutes les cartes sont à la même échelle, et en fait, les informations reposent sur un même serveur en quelque sorte, hein, une même structure, une même architecture qui permettrait de toutes les superposer, de les faire évoluer, de les placer. C'est l'étage 2 de la fusée. Quand on a commencé à réfléchir à ça, à cet ouvrage, on avait lancé en même temps un projet d'accessibilité de nos données scientifiques. On a une plateforme qui est en construction, qui s'appelle RA Archipel, enfin en tout cas c'est le nom du programme à l'heure actuelle, et pour lequel on voudrait pouvoir donner à l'ensemble de la communauté archéologique accès à nos données, les référencements des rapports, les sites, etc., le mobilier, bref, tout ce qu'on peut avoir comme base de données à l'INRAP. Et donc, du coup, au départ, on est parti d'une extraction de la base d'Olia, qui est la base qui recense tous les rapports d'opération. Donc, j'ai retravaillé individuellement pour pouvoir vérifier le nom des sites, les localisations et pouvoir donner un géoréférencement à la commune. Tout petit boulot de retravailler ça. Ça a été énorme. J'ai passé des semaines à ne faire que ça, à reprendre le fichier Excel de 35 000 entrées pour tout vérifier et m'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Et que donc on parte sur une base qui soit commune à tous les auteurs et qui soit la plus exacte possible, au moins au niveau de la commune. Et ce qui, à l'échelle de la France, en tout cas, permettait quelque chose de très précis. Voilà, donc ça c'était un gros boulot. Et évidemment, alors tous les archéologues de l'INRAP maintenant travaillent avec QGIS et nous, à la direction scientifique et technique, on encourage ce développement. Donc c'est un logiciel libre qui sert à faire du système d'information géographique. Et donc on est parti évidemment là-dessus. Et le principe, dans un premier temps, a été de transférer ces 35 000 rapports sur un fichier QGIS et pouvoir faire ensuite des tris, parce qu'il y a une indexation qui est faite par chronologie, par matière, etc. Alors qui n'est pas encore parfaite, mais qui permettait en tout cas d'avoir une base fiable. Et à partir de là, on s'est rapproché de chacun des auteurs lorsqu'ils ont été choisis pour commencer à réfléchir sur les thématiques. Voilà. Et donc, on a un fichier, enfin des fichiers en tout cas, mais qui s'organisent sur des couches d'informations de SIG. Et on a évidemment orienté le travail pour pouvoir faire un livre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fige l'information. Donc, les nouveaux rapports qui arrivent, on n'en tient pas compte. Et puis, on commence à donner des éléments aux auteurs. Ils commencent à nous renvoyer des informations. On commence à réfléchir aux informations extérieures à l'INRAP qu'on va devoir ajouter. On a travaillé avec la cartographe et beaucoup de données, évidemment, sur les périodes les plus récentes, en tout cas, intègrent des données historiques. Hein. Si je prenais l'exemple des cités romaines tout à l'heure, voilà, les limites des cités, c'est pas l'archéologie qui les donne, c'est vraiment les données autres, épigraphiques ou autres, qui permettent d'avoir ça. Et donc, on a construit ça. Le principe était évidemment de pouvoir sortir l'ouvrage dans des délais qui étaient raisonnables, dans les discussions qu'on avait évidemment avec l'éditeur Talandier, de manière à pouvoir le sortir là. Et on s'est dit qu'ensuite, ce qu'on allait faire, c'est construire un vrai SIG global avec tous les auteurs qui finalement ont coordonné une période, de manière à enrichir au fur et à mesure et de reprendre surtout, parce qu'on sait bien que là, on a travaillé quand même assez vite, même si 2 ans et demi, ça peut sembler long, mais vu l'ouvrage, en tout cas, c'était quand même assez rapide. Et on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore parfaites, il y a des erreurs, il y a des manques, etc. Et ce qu'on voudrait, c'est enrichir ça au fur et à mesure et pouvoir contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit, bah là, il y a une erreur, il manque quelque chose, ou il faudrait rajouter ça, on le contrôle, on vérifie si effectivement c'est bien correct, et ensuite on le rajoute, et qu'ensuite on construise petit à petit un SIG évolutif avec toutes ces couches d'informations, qu'elles soient historiques, qu'elles soient archéologiques. Voilà, donc c'est vraiment le deuxième étage de la fusée. Alors vous avez parlé d'accessibilité. Si je mets un instant ma casquette d'enseignant et que je me mets dans la salle de classe, évidemment, ce sont des cartes qu'on aimerait projeter pour certaines d'entre elles. On aimerait pouvoir faire travailler les élèves dessus. Ça existe pour certains atlas qui ont des cartes téléchargeables. C'est peut-être à discuter avec l'éditeur. Est-ce que c'est quelque chose, en tout cas, à quoi vous pensez en vous disant finalement la mission de l'INRAP, c'est aussi ça, c'est de donner accès à un savoir extrêmement formalisé à ceux ensuite qui vont se charger de le transmettre, y compris à des élèves plus ou moins jeunes. Voilà l'idée de cartes accessibles en ligne ou téléchargeables, du SIG ou sous
d'une autre forme peut-être accessible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Alors nous, oui, bien sûr. En tant qu'INRAP, on est toujours demandeur de pouvoir communiquer et faire connaître en tout cas ce que l'on fait. Après, on a un coéditeur, un talendier qui a pris beaucoup de risques entre guillemets, en tout cas qui s'est énormément investi sur l'ouvrage et la qualité de l'ouvrage doit énormément au travail qui a été fait par Talendier. Et donc, je sais que c'est quelque chose auquel ils réfléchissent et je crois qu'il y a eu des échanges par tweet de cet ordre-là. Et donc, voilà, je ne sais pas ce qui se fera, mais en tout cas, l'idée a été lancée. Nous, de toute façon, ce qu'on voudrait faire, c'est en donnant accès à notre plateforme de données, alors peut-être de manière un peu limitée, mais qu'on puisse aussi, évidemment, avoir ces fonds de plan dans la version SIG, en tout cas, qui soient accessibles et que voilà, ça puisse nourrir finalement la connaissance de tout le monde. Alors si on entre maintenant un petit peu dans le détail des différentes périodes, plutôt une archéologue spécialiste du néolithique, un spécialiste de l'archéologie urbaine, mais vous avez aussi une vision d'ensemble un petit peu de l'ouvrage. Une chose importante peut-être à signaler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions et que c'est un paysage qui bouge très très vite, le livre aborde la question de la diversité des ancêtres humains, aborde la question de la diversité de l'homme, qui n'est plus seulement sapiens, unique espèce ayant conquis le monde, mais finalement des formes de coexistence, y compris d'ailleurs sur l'actuel territoire français. Muriel Gandelin, c'est vous qui êtes la plus proche chronologiquement, même au néolithique, de ce passé très très lointain. Est-ce que vous voulez en dire un mot ? Alors, sur le territoire français, on a au moins Néandertal qui est quand même assez bien connu. Oui, c'était important, je pense, de montrer cette diversité qui a malheureusement disparu, mais qui a été, on le sait, un Néandertal c'est en partie hybridé avec Sapiens. Donc voilà, c'était très important que cet aspect, même si c'est notre histoire très 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 lointaine, apparaisse, parce que c'était quelque chose qui relève quand même malgré tout de notre histoire, même si nous n'en sommes pas les descendants directs. Alors pour ce qui est du paléolithique, du néolithique, mon impression mon impression extérieure, c'est que il y a des classifications qui sont beaucoup développées à partir de lieux. On parle du solutréen, de l'aurignacien, et du coup, comment on visualise ça sur des cartes, en sachant qu'on a parfois donné des noms de lieux à des cultures, mais du coup, des cultures qui dépassent le lieu, mettons solutréen en Bourgogne, qui dépassent ensuite le lieu initial. Ça, c'est l'héritage, finalement, de la discipline. Est-ce qu'on peut en donner une traduction graphique ? Comment on gère ces classifications, pour certaines anciennes, et comment on les rend visibles ? Alors, c'est un peu différent pour le paléolithique et pour le néolithique. Moi, pour le néolithique, j'ai choisi justement de gommer un peu ces rattachements culturels, puisqu'ils n'ont pas de sens pour le lecteur. Parler de Chasséen, parler de Vérasien, les gens, ça ne les intéresse pas. Donc, surtout que ces cultures sont des artefacts archéologiques en réalité. Elles ont été créées par un chercheur à un endroit, il a mis des limites, et puis finalement, un point qui serait au-delà de ces limites ne serait pas de cette culture. C'est pas comme ça que ça se passe. Les cultures, en fait, elles s'inter-influencent, elles se modifient de proche en proche. Donc, c'est même maintenant, les chercheurs, ces patates culturelles qui ont pendant très longtemps été très, très à la mode dans les atlas sur le néolithique, ont tendance un peu à disparaître et on a tendance à considérer des grands ensembles. C'est aussi plus différent pour les périodes plus récentes où là, vraiment, on a des vrais groupes bien documentés. Pour le néolithique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On a des grands ensembles, des mouvements, des inter-influences, mais on a essayé justement de sortir de ce système de classification. Pour le paléolithique, les ensembles sont tellement vastes que forcément, les cultures sont des repères chronologiques très importants. Oui, le paradoxe, en fait, c'est qu'ils ont des noms géographiques, mais ils correspondent plutôt à des étapes chronologiques. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est pour le paléolithique, c'est quand même assez important de conserver cette appellation puisqu'on sait de quoi on parle et d'où l'on parle. Alors, dans l'Atlas, si on le parcourt donc, dans l'ordre chronologique, on retrouvera des lieux bien identifiés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a à la fois du familier et du non familier. Si on prend l'exemple des outils en silex, voilà, qui sont parmi des marqueurs tout à fait fondamentaux pour le paléolithique, on en trouve évidemment en Dordogne, mais on n'en trouve pas qu'en Dordogne. Alors du coup, il faut essayer peut-être d'expliquer à la fois pourquoi il y a ces concentrations. Est-ce que c'est un effet des fouilles ? Est-ce que c'est un effet des matériaux qui sont présents ? Est-ce que c'est un effet du regard qu'on a porté ? Ou est-ce que c'est aussi des concentrations humaines plus fortes ? Voilà, quand on voit comme ça sur une carte, par exemple, des outils en silex, que c'est très regroupé quand même dans certaines zones. Qu'est-ce qui donne un sens à cette répartition ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord,
Pour les périodes anciennes, la préhistoire ancienne, on s'est beaucoup concentré sur les grottes et sur un type d'abri finalement qui permettait d'avoir des fouilles, qui permettait d'y accéder. Alors ce sont des fouilles qui sont très longues à organiser, très minutieuses, donc on n'est pas du tout, on va dire, sur les délais habituels de l'archéologie préventive. Mais malgré tout, l'archéologie préventive s'est lancée aussi sur le Paléolithique et a fait des découvertes extraordinaires. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des sites en plein air, ce qui n'était pas forcément très évident il y a encore 20 ou 30 ans. Oui, l'idée de l'homme des cavernes à la vie dure, alors qu'elle est complètement à dépasser scientifiquement. Il y a des sites un peu de partout, et des sites de plein air, on en a, et des sites qui sont assez extraordinaires. Il y en a eu un en région Occitanie qui a été fouillé à Bellegarde, entre Nîmes et Arles, par exemple, et avec même de l'art préhistorique qui est apparu sur des pierres, des petites pierres, des petites dalles calcaires. Enfin voilà, donc des choses qui sont totalement inédites. Et la démultiplication de ces fouilles montre que justement, finalement, on renouvelle complètement l'apport et la connaissance de ces périodes anciennes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, il y a eu à certaines époques, je pense au Grand Pressigny, enfin voilà, des vrais ateliers qui ont diffusé très largement, donc il y a des concentrations très fortes à certains endroits, et puis de la diffusion large, et c'est encore plus vrai, je pense, au néolithique pour certains matériaux. Tout à fait. C'est-à-dire que ces concentrations, souvent elles sont induites par des biais de la recherche, mais souvent elles sont aussi réelles. Donc, par exemple, la concentration des dolmens dans l'Aveyron, ces dolmens, ils existent. Donc, alors, il se peut qu'il y en ait eu ailleurs qui aient été détruits, mais probablement, il y avait quand même une très forte concentration de dolmens. C'est encore plus vrai pour les statues menhirs. Les statues menhirs, on en a trouvé énormément dans cette région-là, dans l'Aveyron, dans l'Hérault un petit peu, et en fait, on n'en trouve pas ailleurs. Donc, c'est des phénomènes aussi qui sont vraiment réels. Tout n'est pas induit par un biais de la recherche. Alors ça, c'est important parce que c'est aussi une des surprises, peut-être pour les non-spécialistes de l'Atlas. Vous avez parlé des dolmens, on associe ça en général à la Bretagne. En fait, vous montrez, la carte le montre très clairement, page 77, que les dolmens du sud de la France, de l'Aveyron, de l'Hérault, sont plus nombreux que ceux de la Bretagne ou de la Bretagne sud. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont un peu plus récents aussi en termes de chronologie. En fait, ces dolmens que tout le monde connaît sont relativement mal étudiés à l'heure actuelle. Et depuis quelques années, on a un renouveau de ces études à travers des programmes de recherche nationaux qui ont montré que, par exemple, certains dolmens étaient plus vieux de 1000 ans que ce qu'on en pensait jusque-là. Et il y en a énormément, donc dans l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault. Il y en a en Bretagne aussi. Alors, ceux de Bretagne sont, d'un point de vue de la conservation des dimensions et de l'esthétique, tout à fait remarquables. Mais il n'empêche qu'ils sont beaucoup moins nombreux que ceux qu'on trouve, par exemple, en Occitanie. Et là, on retrouve évidemment un des chevaux de bataille, souvent des archéologues, qui consiste à dire que ce qui compte n'est pas le bel objet, mais l'objet mis en série et l'objet quantifié et compris dans son contexte. Autrement dit, c'est parce qu'un dolmen plus grand que les autres est plus remarquable et plus connu et photographié que, évidemment, il compte plus que l'accumulation qui témoigne d'une implantation humaine ou d'une pratique sociale peut-être plus répandue. Toujours sur le néolithique, il y a une question que je voulais vous poser en regardant la carte des circulations, notamment d'objets en jade, des haches en jade, avec des gisements qui se trouvent dans les Alpes et des haches en jade qu'on retrouve sur tout le territoire, jusque dans le nord-ouest de la France. Donc du commerce à longue distance. Comment c'est possible, sans monnaie, sans écriture? Quels éléments on a pour comprendre comment ces matériaux se retrouvent aussi loin de leur lieu d'origine? Alors, on sait que ces éléments circulent justement parce qu'on les retrouve à plusieurs milliers de kilomètres de leur lieu de production. On sait même qu'ils circulent, par exemple, les haches en jade, elles vont jusqu'en Bretagne, elles sont surpolies, retravaillées en Bretagne, elles sont redistribuées. Et elles sont redistribuées en Espagne. On retrouve des haches en jade, je crois, jusqu'au Danemark. Ça, vraiment, elles circulent sur de très très longues distances. Donc déjà, l'objet lui-même nous dit d'où il vient à travers des analyses physico-chimiques diverses. Ensuite, on a... par exemple, on peut avoir des relais, on peut avoir des éléments qui sont comme, je pense à l'obsidienne qui est importée. On a des ateliers d'obsidienne dans le sud de la France où ces obsidiennes sont arrivées sous forme de nucléus et elles ont été travaillées et redistribuées à partir de ces ateliers. Donc on a beaucoup d'éléments en fait qui nous permettent de voir que au néolithique, alors sans doute parallèlement avec d'autres circuits qui peuvent être ceux du sel, ceux d'autres matériaux précieux, les matières premières et les objets finis circulent sur de très longues distances. Mais
du coup, est-ce qu'on imagine plutôt des individus qui font ces trajets ou des objets qui sont passés de proche en proche par des groupes voisins? Est-ce qu'il y a des hypothèses? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettraient d'imaginer ça? Alors, c'est toujours un peu la question. Probablement qu'il y a les deux. Il y a des individus ponctuellement qui ont dû transporter, échanger des objets, se déplacer, etc. Mais quand on a des circuits qui sont extrêmement bien intégrés, très développés, là, il y a quand même un système de transfert de ces marchandises qui est quand même établi, régulier et continu. Le silex blond qui est produit dans le sud de la France au milieu du néolithique se diffuse pendant presque un millénaire de façon continue, extrêmement importante. Donc, on dépasse, je dirais, le fait un peu anecdotique du proche en proche. C'est vraiment des choses qui sont très bien établies, des réseaux vraiment performants. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui peut se pratiquer que de coupler l'observation archéologique avec une réflexion à partir des données ethnographiques sur des populations actuelles de chasseurs-cueilleurs, par exemple, ou des populations qui pratiquent des formes de troc? Alors, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a eu à l'époque où, au XXe siècle, les gens ont travaillé, ont documenté des choses. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui entre dans la réflexion archéologique que de confronter des données très anciennes avec des données plus récentes provenant de l'observation de peuples qui peuvent avoir des structures sociales comparables? Alors, c'est non seulement toujours fait, toujours réalisé, mais c'est très important et ça prend de l'importance puisque beaucoup de populations anciennes sont en train de disparaître. L'ethnologie est pour les néolithiciens, notamment pour les paléolithiciens, mais même pour les périodes plus récentes, un modèle qui nous donne des idées que les seuls faits archéologiques ne peuvent pas nous livrer. Et je renverrai aux travaux qu'a fait par exemple Christian Jeunesse sur le mégalithisme en Indonésie, où finalement il a montré, pour prendre un exemple un peu précis, que dans la construction des dolmens, ce qui est important, ce n'est pas la taille de la table du dolmen, qui est l'élément le plus, auquel on apporte le plus de soins, mais c'est la quantité de personnes que l'on a pu mobiliser pour transporter cette table. Donc, l'important, c'est les gens qu'on peut faire travailler pour nous à titre gratuit, si je puis dire. Enfin, il y a une contrepartie qui est un repas, etc. Et donc, la table, plus elle est grosse, plus on a pu agréger de gens pour la transporter. Et aujourd'hui, en Indonésie, ils fabriquent toujours des dolmens et on voit bien qu'ils apportent avec des véhicules motorisés toutes les pièces, sauf la table, qui continue à être tractée manuellement et associée à un repas. Donc, ces informations-là, on ne peut pas, nous, archéologues, les appréhender. Une autre information, toujours du même ordre, il a montré, Christian Jeunesse, les structures qui étaient aménagées pour construire les dolmens, c'est-à-dire les petits trous qu'on faisait, les échafaudages, etc. Et ce qui nous a permis maintenant de prêter attention, quand on démonte ces dolmens ou des structures apparentées, de trouver ces traces très fines de construction qu'on ne recherchait pas par le passé. Alors, parlant de traces très fines, il y a évidemment une donnée fondamentale, c'est que ce qui reste est accessible à l'archéologue, ce qui ne reste pas parce que c'est périssable ne lui est pas accessible. Et du coup, les cartes matérialisent des choses, mais elles doivent aussi peut-être suggérer de l'invisible, suggérer des choses qui ont disparu ou dont on ne peut que déduire des traces parce que, en fait, c'est l'absence qui est matérialisée. C'est le trou de poteau, où le poteau lui-même a disparu, mais il y a encore sa forme qui se devine et la composition qui se devine. Marc Bouéron, c'est un enjeu évidemment c'est le travail de l'archéologue, et en particulier de réfléchir à ce qui a disparu. Alors quand ce qui a disparu a laissé une trace, on peut l'observer, donc on peut essayer de l'interpréter. Alors on se trompe ou on a raison, mais lorsque ce qui a disparu n'a pas laissé de trace, on n'en sait rien. Vraiment, l'archéologue, de toute façon, se base sur ce qu'il observe. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on observe, on enregistre l'information, et puis ensuite on l'interprète. Et puis on se dit, bon ben voilà, on imagine ces trous de poteaux, si on les met en correspondance, ça peut faire, mettons, une maison ou quelque chose, un bâtiment de telle et telle dimension. Mais peut-être que dans 10 ans, on se dira, mais non, on n'a rien compris, c'est pas ça. L'exemple du fossé réinterprété comme étant finalement la fondation d'une palissade montre bien que le fait archéologique a été observé. C'était un creusement, effectivement. Par contre, l'interprétation, elle était à revoir. Mais à partir du moment où le fait est bien observé, et l'interprétation, elle peut toujours revenir derrière et se dire, bah, finalement, ça, on ne l'avait pas compris, et voilà comment ça doit être vu. Donc, c'est le travail de l'archéologue, c'est ce qu'on a mis là-dedans.
C'est pour ça que c'est un atlas archéologique. Et il y a quand même, dans les thématiques, dans les choix, et je le disais tout à l'heure, par rapport à des historiens qui auraient pu réfléchir tout à fait différemment, finalement, l'organisation de l'ouvrage, alors pas la chronologie, mais en tout cas les thématiques, c'est fait par les archéologues et on montre les données archéologiques dont on dispose. C'est-à-dire qu'on montre une réalité matérielle des cultures passées, qu'ensuite on se propose d'interpréter de manière thématique et qui donne un éclairage sur ces sociétés qui ont fait le territoire national. Avec parfois des surprises, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est par exemple ces bâtiments géants qui font 800, 1000, 1500, 1700 mètres carrés qu'on trouve au néolithique, notamment dans le centre-ouest de la France, dans le Poitou. Muriel Gandelin, comment ça fonctionne? Comment on en est venu à construire des choses aussi gigantesques? Et comment on le sait? Alors, le néolithique, c'est l'invention du monumentalisme. C'est-à-dire que ce soit au niveau des tombes, que ce soit au niveau des maisons, on a rarement égalé, dans les périodes suivantes, le gigantisme de certaines de leurs constructions. Alors, ces monuments géants, comme le disait Marc, on n'a souvent que le plan. Donc, c'est à nous d'imaginer la restitution des parties en élévation. Il faut bien garder en mémoire qu'en fait, très souvent, on n'a que les plans au sol de ce qu'on trouve. Les élévations sont très, très rarement conservées. Et la question que posent ces grands bâtiments, c'est à quoi servaient-ils? Et là, on essaie, par les études fines des mobiliers, de ce qui est associé, etc., de savoir si c'est des grands bâtiments collectifs, comme on en trouve, par exemple, dans certaines tribus indiennes, où tout le village habite dans le même ce qu'ils appellent des longhouses, ou est-ce que c'est un bâtiment cultuel, un temple, quelque chose qui est lié à une élite, l'équivalent d'un palais. Et là, c'est vraiment l'étude fine et pas d'un seul site, de plusieurs sites, qui va nous permettre de trancher ces questions. Pour donner un exemple simple, si on a un très grand bâtiment et qu'à côté, on a plusieurs petits bâtiments de la même époque, on va en déduire que ce grand bâtiment n'est peut-être pas l'habitation, que c'est peut-être autre chose. Par contre, si dans une zone, tous les bâtiments sont très très grands et qu'on n'a pas de petits bâtiments, là, on va plutôt avoir tendance à penser que c'est le mode d'habitat, on va dire, standard de ces populations. Donc c'est vraiment la remise en contexte, la comparaison et la répétition qui nous permettent de faire des hypothèses. Alors on parlait de ce qui est invisible, de ce qui a disparu, il y a fort heureusement ce qui est resté, et parfois ce que les hommes et femmes du passé ont choisi en fait de léguer d'une certaine manière, parce qu'ils ont aussi enfoui des choses volontairement. Et alors j'étais surpris là aussi en regardant les pages 94-95 avec à l'âge du fer des milliers d'objets métalliques enfouis, et on se dit spontanément, mais ces objets ils étaient quand même compliqués et chers à produire, qu'est-ce qui a pu amener à les enfouir? Est-ce que c'était pas une perte pour les sociétés concernées que d'enfouir autant d'objets, d'armes, de vaisselle, de parures, etc. C'est toute la place aussi souvent des morts et de ce qu'on met avec eux. C'est une autre conception en fait des objets et de la valeur des choses. Donc, ils sont toujours en contexte funéraire ou pas toujours? Non, pas toujours. Il peut y avoir des dépôts. Il peut y avoir. Alors c'est pour les âges des métaux en particulier. Et je pense à l'âge du bronze par exemple. Où on a souvent des caches probablement, en tout cas des objets qui sont regroupés, des objets métalliques regroupés. Alors on pense souvent que c'est des endroits où en fait ils étaient destinés peut-être à la refonte, à être retravaillés par la suite. Mais il y a des tas de cas, effectivement, où les objets n'étaient pas faits pour être récupérés et réutilisés. Donc, alors, tant mieux pour l'archéologue, parce que du coup, ça lui donne une connaissance finalement des modes de vie et d'aspects même de technologie, hein, par exemple, tout ce développement justement des métaux durant la protohistoire. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est important et qu'on retrouve quelque part un peu à toutes les époques, parce qu'à l'époque romaine, c'est pareil. Enfin, il y a vraiment que le christianisme ensuite qui enlève les objets des tombes, mais sur les tombes, on a souvent des tombes qui sont quand même de manière régulière avec du mobilier archéologique plus ou moins riche, suivant le statut social de la personne qui a été enterrée. Alors vous avez travaillé en archéologie urbaine en particulier, et les cartes proposent à plusieurs moments un aperçu de l'urbanité à différentes époques, et on a presque envie de superposer les villes gauloises, les villes romaines, les villes médiévales, pour avoir des résultats d'ailleurs avec sûrement des variations aussi des continuités. Et parmi les choses importantes, c'est que il y a tout un chapitre qui restitue l'ampleur du monde celte, et qui, je ne vais pas dire réhabilite, ce serait trop fort, mais en tout cas qui rappelle que le monde celtique n'est pas un monde tel que des auteurs grecs et latins auraient pu le décrire, de la barbarie, de la non-civilisation, de la non-cité, puisqu'il y a bien le fait urbain en Gaule, et même de façon massive.
Alors il y a un fait urbain, mais qui est progressif et qui finalement accompagne beaucoup les interactions avec le monde méditerranéen. C'est pas déconnecté et on le voit entre le premier et le deuxième âge du fer, il y a des évolutions. Il y a à l'inverse une implantation de plus en plus large de mobilier et donc de produits méditerranéens qui circulent vers le nord de la Gaule, vers l'Allemagne actuelle. Donc tout ça, ça montre ces échanges-là, ça montre que ces populations, elles sont pas du tout ni isolées de ce qui se passe sur le pourtour méditerranéen et nos civilisations dites classiques, gréco-romaines par exemple. Oui, on voit les amphores qui remontent dans la vallée du Rhône. C'est cette carte-là est intéressante. La page, si vous l'avez. Page 145. Alors, page 145. Vous avez une carte qui vous montre dans la diachronie les interactions entre le monde méditerranéen et le monde celte. C'est-à-dire que vous avez entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, voire 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez à la fois les zones de commerce du premier âge du fer qui vont faire se développer aussi ces cultures des princes celtes, la tombe de Vix, de Lavaux, etc. Donc plutôt vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on sent qu'il y a vraiment un enrichissement d'une partie de cette zone de contact qui est importante pour le commerce. Et puis, plus tardivement aussi, on voit arriver les amphores romaines. Donc là, on est plutôt à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, à partir du 3e, 2e. Et on voit qu'avant l'arrivée de Jules César en Gaule, au final, les produits romains et le vin romain, en tout cas, étaient distribués dans l'ensemble de la Gaule. Donc l'interaction entre les Gaulois d'un côté et les Romains de l'autre, elle est extrêmement ancienne et très profonde, et finalement, elles expliquent l'arrivée ensuite de Jules César et qui, pour des raisons politiques presque internes à Rome, va faire la conquête de la Gaule. Alors, il y a évidemment une section consacrée à la période romaine, avec notamment une carte intéressante parce qu'on a l'habitude de parler des voies romaines et on parle peut-être un peu moins de la batellerie romaine. Et en fait, les archéologues trouvent aussi des ports de l'Antiquité. On a voulu le rappeler avec cette carte. Alors c'est vrai aussi pour les autres périodes, je pense à l'Antiquité tardive ou le Moyen-Âge. Les cours d'eau sont des voies de transport extrêmement importantes dans l'Antiquité. Et Muriel Gandelin hoche la tête pour dire que c'est aussi néolithique aussi, bien sûr. Les cours d'eau et les gués. Des cours d'eau et les gués, et donc des aménagements portuaires, en tout cas qui sont connus pour l'époque romaine et qu'on a fait apparaître là-dessus, au même titre que des ports de pleine mer, qui eux sont plus connus, on va dire. Voilà, donc ces voies, elles sont importantes, et la première trace de romanisation, si je puis dire, après Jules César, c'est la création par Agrippa d'un réseau de voies qui permettent de transporter l'armée facilement dans tous les coins de la Gaule. C'était quand même aussi évidemment important, mais également du coup d'assurer le commerce et puis tout ce qui va être un service lié à l'Empire par la suite. Alors l'Atlas m'a paru en revanche peut-être un peu discret sur la période des mutations 3e, 5e, 6e siècle, et notamment ce qui a été discuté, par exemple après le livre de Brian Ward Perkins, qui avance que la fin de l'Antiquité, c'est la fin de la complexité matérielle dans beaucoup d'endroits, et que finalement il y a une déprise humaine, qu'il y a une dégradation de la poterie, une dégradation de la couverture des maisons, des tuiles, etc. etc. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment de carte qui restitue ce moment. Alors peut-être que vous vouliez aussi vous distancier de la carte habituelle des grandes invasions, on ne la trouvera pas. Voilà. Donc, est-ce que c'est un choix ? Comment vous voyez ce moment de basculement Antiquité-Moyen-Âge et ces traductions archéologiques ? C'est une période qui est toujours compliquée à traiter. Bon, c'est une période de transition, on le sait, la fin de l'Empire romain, dans des conditions qui ne sont pas simples pour les habitants de l'époque. C'est pour ça qu'on a terminé le chapitre La période romaine sur une carte de la Gaule en 400. Parce qu'on voulait redonner le cadre politique qui était important avant les invasions, on va dire, en tout cas, des peuples francs et autres qui vont arriver en Gaule, et donner ce cadre politique qui arrive à la fin du IIIe siècle avec Dioclétien, et puis les différents diocèses, dont le terme va subsister ensuite au Moyen-Âge. Voilà, donc ça c'était important parce que ça montre que finalement l'Antiquité tardive va se développer sur cette base-là. Et même si les peuples arrivent comme les Visigoths, les Ostrogoths ou les Francs, ils le font dans ce cadre-là, qui reste présent pendant longtemps. Et les cités romaines, les limites des cités, ce qu'on appelle civitas dans l'Antiquité, c'est pas juste la ville, c'est le territoire qui entoure la ville et qui est
presque l'équivalent d'un département actuel. Donc ces territoires-là vont se transformer finalement en évêchés ou en entités ecclésiastiques, puisque du coup l'Église et le christianisme va prendre possession du territoire national. Et ensuite, on arrive à ce chapitre donc sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, où on a d'abord une carte qui montre les grands ensembles, avec en particulier donc les Francs et ce royaume franc qui s'étend pour arriver à l'Empire de Charlemagne, mais en parallèle l'Empire romain d'Orient, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est que la partie occidentale de l'Empire qui disparaît, la partie orientale donc avec Byzance qui se poursuit, et puis l'émergence ensuite des Arabes donc, qui vont occuper toute l'Afrique du Nord, évidemment la partie orientale, et monter en Espagne avec les incursions que l'on sait en Gaule. Voilà, donc on a voulu montrer ça quand même, ne pas se dissocier du discours, en tout cas de cette évolution politique qui est importante, mais on a voulu aussi traiter des thématiques qui étaient un petit peu nouvelles, et en particulier voilà, sur l'aspect rural, par exemple, montrer que finalement c'est avant tout un monde rural, et quand on a à la fin, on a placé volontairement à la fin la carte sur les villes, parce que les villes à cette époque-là, c'est peu de choses par rapport à ce qu'on a connu pour la période romaine, et peu de choses par rapport à ce qu'on verra à l'époque médiévale. Donc voilà, et par contre mettre un peu plus l'accent sur l'aspect rural, sur l'aspect des productions, montrer que c'est quand même un monde qui est extrêmement vivant, où tout continue à circuler. Il y a une grande économie, et je rappellerai que le midi de la Gaule, puisqu'à l'époque on peut parler de Gaule encore, le midi de la Gaule reste romanisé, et en tout cas dans une antiquité tardive jusqu'au début du 8e siècle, c'est-à-dire au moment de Charles Martel. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une différence dans les espaces du territoire national pour cette période-là, et qu'on essaye justement de les mettre un petit peu en évidence par les thématiques qui sont choisies. Alors sur la ville justement, c'est vraiment une question que je trouve très très intéressante, parce que il y a eu quand même des renouvellements récents et qui sont un peu perturbants quand on est historien comme moi et qu'on a lu habituellement des médiévistes dire voilà, début du Moyen-Âge, ruralisation de la société, déprise urbaine, Rome avait 1 million d'habitants, elle en a plus que 50 000, les grandes enceintes d'époque romaine sont en partie vidées, on se met à cultiver à l'intérieur de la ville, etc. etc. Et en fait, il y a plusieurs choses qui complexifient du point de vue archéologique cette lecture qui a été dominante. Il y avait un article de Hélène Noiset dans l'Histoire qui expliquait qu'il y avait toujours eu des villes, et que les villes romaines n'étaient pas que urbaines, parce qu'il y avait à l'intérieur des cultures, des jardins, des troupeaux, etc. Et que les villes du haut Moyen-Âge, finalement, ne sont pas aussi vides qu'on aurait pu le dire, et notamment, il y a la question des terres noires, ces fameuses terres noires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cette donnée archéologique très spécifique a amené un peu à repenser cette idée que la ville s'était effondrée à la fin de l'Antiquité? Alors c'est une composante archéologique qu'on retrouve dans certains niveaux, d'un certain nombre de villes quand on travaille, principalement dans le nord de la France, où on a des séquences stratigraphiques de terres noires, indifférenciées, c'est-à-dire dans lesquelles on ne voit pas de stratigraphie, c'est-à-dire on ne voit pas de dépôt de couches successifs, et on a l'impression qu'on a 1, 2 mètres, 3 mètres de dépôt, mais où on a l'impression que finalement c'est une seule masse et que tout s'est déposé en même temps. Alors il y a eu des tas d'analyses, en particulier micromorphologie, pour essayer de déterminer à quoi ça pouvait correspondre. Donc on voit qu'il y a un apport de matière organique extrêmement important à cette époque. Et on a dans le cœur des villes, antiques en tout cas, on a ces dépôts qui correspondent finalement à la manière dont les terres ont été reprises, probablement par de la mise en culture, mais ça peut être des jardins, ça peut être un certain nombre de choses, avec l'usage beaucoup plus fréquent évidemment du bois, d'une construction en matériaux périssables, donc qui ne va pas laisser de traces, ou très très peu. Autrement dit, il ne faut pas juste regarder, pour comprendre les villes de l'Antiquité, du début du Moyen-Âge, il ne faut pas juste regarder les enceintes en pierre, quoi. Non, il n'y a pas que les enceintes en pierre, il n'y a pas que les monuments romains, il n'y a pas que les vestiges qui peuvent être encore en élévation, et Dieu sait s'il y en a. Il n'y a pas que les constructions. Alors, des constructions majeures sont les cathédrales, par exemple, ou les églises et les cathédrales qui, durant l'Antiquité tardive, se construisent à partir de la fin du IVe siècle et de manière régulière, les monastères, etc. Après, il y a effectivement des déprises urbaines, c'est-à-dire qu'on a moins d'habitants, mais ça, dans le nord de la Gaule, par exemple, dès les invasions du IIIe siècle, on voit bien qu'il y a des différences et que les populations, certainement, se réfugient dans le sud de la Gaule. Ce qui explique que quand on fouille, moi j'ai beaucoup fouillé à Marseille, jusqu'à la fin du VIIe siècle, c'est habité, c'est construit en dur, il n'y a pas de terre noire, on est
dans du romain, si je puis dire. C'est vraiment l'Antiquité tardive. Et c'est vrai dans tout le sud. C'est-à-dire que toute la Provence actuelle, et en particulier la bande côtière, les villes sont importantes, Arles, Avignon, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose d'important. Il y a une grande différence avec le nord, mais ça ne veut pas dire que les villes ne sont pas occupées. Et puis on a le développement de monastères, de basiliques suburbaines, c'est-à-dire que ces monastères qui vont être hors les murs vont entraîner avec eux une partie de l'habitat, mais qui est en dehors de la ville antique, du périmètre de la ville antique. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, dans les zones de nécropole du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive, on a enterré à un moment donné une personne qui a été sanctifiée. Forcément, on l'enterrait en dehors des murs, principe antique, et donc on a bâti ensuite dessus une basilique, et après, par la suite, souvent, ça s'est transformé en monastère. Donc il y a aussi un décalage finalement de ce qu'est la ville durant cette Antiquité tardive. Alors Muriel-Gandelin, c'est pas votre période, mais malgré tout, ça pose aussi des problèmes qui sont comparables à ceux que vous avez affrontés, c'est-à-dire que sur une même carte, on met à plat souvent différentes périodes chronologiques, on fait exister sur du statique en 2D la carte, des choses qui peuvent être du 4e ou du 3e millénaire, ou, comme disait Marc Bouiron, le 7e siècle, il est encore romain dans le sud et il est déjà franc germanique dans le nord, autrement dit. Comment on fait méthodologiquement pour représenter quelque chose qui sont toujours des phénomènes dynamiques, évidemment, qui évoluent, et en même temps, il faut bien à un moment les mettre à plat. Alors, toute la question était là, d'arriver à représenter, à rendre compte de la dynamique. Et en fait, la cartographe a assez bien, je trouve, réussi à traduire cela avec des flèches, mais pour certaines périodes, comme les périodes de transition, c'est extrêmement difficile. Si on prend la carte de l'évolution, enfin de la néolithisation de la France, la néolithisation, c'est un phénomène progressif par essence. Donc, il fallait rendre compte de cette progressivité, donc avec des différences de couleurs. Donc là, ça a été toute la stratégie de la cartographe pour essayer de rendre compte de cette dynamique. Et elle a aussi une intelligence de doubler nos informations d'archéologues par des fonds de cartes qui portent une information. Par exemple, pour la carte des bâtiments, comme c'est très inféodé finalement aux ressources locales disponibles, on ne bâtit pas en pierre s'il n'y a pas de pierre, elle a mis en fond, par exemple, une carte qui va rendre compte de ce phénomène-là, ou une carte climatique pour certains aspects, une carte des ressources de matières premières pour d'autres aspects. Donc, vraiment, on a essayé de maximiser, on va dire, les informations pour apporter le maximum de compréhension au lecteur. Et l'autre chose, pour revenir sur ce que disait Marc, c'est que effectivement, souvent l'archéologie se concentre sur ce qui est conservé, ce qui est visible. Donc, très souvent, c'est une archéologie, ou ça a été par le passé, une archéologie des élites qui construisaient en dur, qui faisaient des grands bâtiments avec des grandes fondations, etc. Avec plein de parures et d'armes dans leur tombe. Exactement. Donc, typiquement, dans le sud de la France, si on regarde la carte des maisons néolithiques, on n'a pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de maison, mais ils construisaient en terre. Et la construction en terre, documentée à toutes les époques, que ce soit au Moyen-Âge ou au Néolithique, c'est extrêmement difficile. Donc, je dirais que quelque part en creux, certaines absences sont liées finalement soit à d'autres techniques, d'autres méthodes, soit aussi au fait qu'on ait des populations qui soient moins riches. Et donc, du coup, de fait, elles disparaissent d'un point de vue archéologique. Il n'empêche qu'elles ont existé d'un point de vue historique. Alors, on peut évidemment pas absolument tout passer en revue. Il y avait quand même une question que je voulais vous poser. Pourquoi vous avez caché les châteaux sur cette double carte fortification au Moyen-Âge ? Il y a plein de châteaux normands, bretons qui n'apparaissent pas. Il y a figuré ponctuel pour les châteaux, mais ils n'y sont pas tous. Alors, on n'a pas caché de châteaux. On a essayé, pour les périodes les plus récentes, d'apporter un enrichissement historique. On a considéré que l'information archéologique ne suffisait pas pour les périodes médiévales, modernes, à plus forte raison contemporaines, mais pour la période médiévale en particulier, on a essayé d'avoir des fonds de plans autres qu'on est allé prendre dans d'autres atlas et dans d'autres ouvrages. Et là, si vous regardez cette carte en particulier, vous avez les données archéologiques qui sont sur la droite, qui sont bien précisées. Quelles sont les données archéologiques ? C'est-à-dire que les châteaux qui sont là ne sont pas les châteaux fouillés. Ce sont des châteaux qui ont été repérés et qui avaient fait l'objet d'une cartographie qu'on a récupérée et intégrée là-dessus. Donc, c'est la limite aussi de l'ouvrage, c'est qu'on ne peut pas vérifier tous les points systématiquement. Alors, nos données archéologiques, on sait qu'elles sont fiables parce qu'elles sont issues de la base de données, qu'elles correspondent à des opérations archéologiques référencées. Donc là-dessus, les données archéologiques, elles sont fiables. Les données historiques qu'on a mis peuvent présenter parfois un petit peu des limites et on a essayé d'être le plus exhaustif possible, de tout reprendre. Mais je suis sûr qu'au jeu des 7 erreurs, certains historiens diront « Ah oui, mais pourquoi il n'y a pas tel site ? Pourquoi il n'y a pas tel truc ?»
Voilà, c'est un atlas archéologique et on a essayé de l'enrichir au maximum avec des données historiques pour qu'il soit compréhensible de tous. Mais voilà, il nous reste encore du travail. De toute façon, l'exhaustivité dans nos disciplines n'existe pas, puisqu'elles sont en mouvement permanent. Donc, à un moment, on fige une information qu'on a récoltée après un travail. Et effectivement, de temps en temps, cette information-là, parce que le lendemain, un article paraît, parce que le lendemain, un site est découvert, elle est en constante évolution. Ce qui explique que les atlas archéologiques, finalement, ont, on va dire, une durée de vie qui va s'inscrire dans le temps, et c'est pour ça que a été développé en parallèle ce projet de faire un atlas évolutif qui suivra la donnée nouvelle, puisque cette donnée-là, elle est à jour pour 2023, on va dire, mais en 2033, il faudra peut-être apporter des modifications. Donc c'est tout le projet qui est monté en parallèle de faire quelque chose en open access et qui rendra compte de cette évolution. C'est déjà évidemment très riche, et donc on invite tout le monde à aller regarder cet atlas archéologique de la France publié par l'INRAP et Talandier. Merci à tous les deux. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.